Bonsoir et merci de nous avoir rejoints pour cette édition sur Télé Sud. Voici les 3 titres à la une de l'actualité. L'ambassadeur des États-Unis à Pretoria s'est dit convaincu jeudi qu'un navire russe avait récupéré des armes l'an dernier en Afrique du Sud. Pretoria a déploré ces accusations mais s'est engagé à ouvrir une enquête indépendante. Au Soudan, les combats continuent en même temps que les négociations. Ce vendredi, Khartoum a été touché par des frappes aériennes et des explosions après la signature d'un accord sur l'ouverture de couloirs pour permettre aux civils de quitter les zones de combat. Seulement, à Port-Soudan, l'aide médicale est bloquée. Et en fin d'édition, nous irons au cœur du lac Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, pour suivre la récolte de baies de café sur la petite île d'Idjwi. Une association de femmes y cueille et commercialise le café. Crise diplomatique. Jeudi, l'ambassadeur américain à Pretoria avait affirmé que Pretoria livrait des armes à Moscou au mois de décembre 2022. Le gouvernement sud-africain promet une enquête et regrette les propos du diplomate américain. Mathieu Nicolas. Tout est parti de la présence d'un cargo russe en Afrique du Sud. En décembre dernier, le navire russe de cargaison, le Lady Air, est aperçu dans la base navale de Simonstown, près du Cap. Depuis, les interrogations ont fleuri, mais Washington en a le cœur net. Pretoria a livré des armes à la Russie. Nous sommes persuadés que des armes ont été chargées sur ce navire et je parierai ma vie sur l'exactitude de cette affirmation. Les relations entre les États-Unis et l'Afrique du Sud s'étaient déjà refroidies en raison de la tenue d'exercices militaires menés avec la Russie et la Chine en février au large de Durban. Mais là, elles deviennent glaciales. L'ambassadeur américain souligne la gravité de ces actes présumés et alerte sur la ligne de conduite de Pretoria ces derniers mois. Armer les Russes est extrêmement grave et fondamentalement inacceptable. La déviation de l'Afrique du Sud de sa politique de non-alignement est inexplicable. Touché, le gouvernement sud-africain promet une enquête et regrette la publication de ces propos. Washington a salué sobrement l'annonce. Le président Cyril Ramaphosa, de son côté, a annoncé que cette question est en train d'être étudiée. Plus tard dans la soirée, un communiqué de la présidence a précisé que, à la suite de discussions, les deux pays s'étaient mis d'accord pour qu'une enquête soit diligentée. À cet effet, les services de renseignement américains devront fournir toute preuve en leur possession. Pretoria insiste tout de même, les accusations de l'ambassadeur ont sapé l'esprit de coopération et de partenariat entre les deux pays. À quand l'accord de cessez-le-feu dans le conflit au Soudan? Aucune réponse pour le moment, mais à Jeddah, en Arabie Saoudite, où se tiennent des pourparlers, les autorités du pays ont annoncé que les discussions se poursuivaient pour aboutir à une trêve d'une dizaine de jours. D'autres négociations visent à instaurer un cessez-le-feu permanent. Laurent Leleu. L'Arabie Saoudite a annoncé la poursuite des pourparlers de Jeddah entre les parties en conflit au Soudan dans le but de parvenir à un accord de cessez-le-feu d'une durée d'environ 10 jours. Une annonce qui fait suite à la signature d'un accord préliminaire intitulé « Déclaration de Jeddah » entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Cet accord comprend des engagements humanitaires immédiats ainsi qu'un calendrier pour des pourparlers directs. Le ministère saoudien des Affaires étrangères a publié un communiqué à cet effet. Nous nous engageons à donner la priorité aux discussions dans le but de parvenir à un cessez-le-feu à court terme afin de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire d'urgence et de rétablir les services essentiels. Et nous nous engageons également à programmer de larges discussions ultérieures pour parvenir à une cessation permanente des hostilités. Une première étape saluée par le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme qui a tenu à rappeler que ce cessez-le-feu ne peut se faire sans une action humanitaire indispensable pour secourir les civils. Les pourparlers en cours à Jeddah, qui se concentrent sur l'instauration d'un cessez-le-feu, doivent être complétés par des engagements visant à instaurer une trêve humanitaire. Il est essentiel que les deux parties s'engagent d'urgence dans un processus politique inclusif et dans une paix négociée afin de se conformer au droit international humanitaire et aux droits de l'homme. Au moins 18 travailleurs humanitaires ont été tués jusqu'ici alors qu'ils tentaient de venir en aide aux populations traumatisées.
Cette nuit, si selon des habitants, des avions ont continué à survoler la capitale soudanaise Khartoum, les affrontements semblaient moins intenses que la veille. Une accalmie qui va permettre aux partenaires étrangers, dont la France, d'apporter une aide humanitaire au peuple soudanais. La France travaille d'ores et déjà avec les ONG sur le terrain pour apporter une aide humanitaire au peuple soudanais et répondre aux besoins de première nécessité des Soudanais. Une aide urgente pour les Soudanais qui aujourd'hui manquent de tout. L'ONU redoute une montée en flèche de la faim dans ce pays classé comme l'un des plus pauvres au monde. Et jeudi, à l'issue d'une réunion d'urgence, le Conseil des droits de l'homme, le principal organe onusien pour lutter contre les violations, a adopté une résolution qui renforce le suivi et la documentation des exactions dans ce pays. Et au Soudan, toujours, la ville de Khartoum a été secouée ce vendredi par des frappes aériennes et des explosions après la signature d'un accord sur l'ouverture de couloirs pour permettre aux civils de quitter les zones de combat. Seulement, à Port-Soudan, l'aide médicale est bloquée. Laurent Leleu. Les combats en cours à Khartoum et à travers le Soudan ont entraîné une situation difficile pour les populations locales. Avec des combats en cours qui continuent de coûter des vies et de paralyser le pays sur le plan économique et social, pour ceux qui survivent au cœur de la capitale soudanaise, le quotidien est un enfer. En plus de faire face au bombardement et à l'insécurité, les populations doivent faire face à une diminution des approvisionnements en eau, en nourriture, en médicaments et en électricité. Des épidémies de paludisme, de dengue et de rougeole ont été signalées et des millions d'enfants, ainsi que de femmes enceintes et allaitantes souffrent de malnutrition aiguë. Les conflits armés ont entraîné des destructions massives d'infrastructures, y compris les établissements de santé, et ont perturbé l'approvisionnement en services essentiels, ce qui limite considérablement l'accès aux soins de santé pour les populations touchées. 70% des établissements de santé dans les zones touchées par les combats sont hors service et l'OMS a confirmé 30 attaques contre des établissements de santé. Si le Tchad, l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan du Sud ont accueilli des réfugiés en provenance du Soudan avec le soutien de l'OMS, il est crucial pour son directeur d'établir des voies sûres pour acheminer l'aide humanitaire et permettre la fourniture efficace de services de santé aux populations dans le besoin. Je remercie les gouvernements du Tchad, de l'Égypte, de l'Éthiopie et du Soudan du Sud d'avoir accueilli des réfugiés en provenance du Soudan. L'OMS soutient ces pays pour fournir des services de santé aux personnes qui ont dû quitter leur foyer. Nous avons réussi à livrer une quantité importante de fournitures à Port-Soudan. Mais si ces fournitures ne peuvent pas être distribuées aux établissements de santé, elles ne servent à rien. Autre inquiétude pour les Nations Unies, le manque d'argent et de carburant, et surtout une montée en flèche de la faim, un fléau qui afflige de longue date le Soudan, l'un des pays les plus pauvres au monde, ainsi que d'un quadruplement des prix. Et un chiffre qui fait froid dans le dos. En 2022, des militaires maliens et étrangers ont exécuté 500 civils, un chiffre révélé par l'ONU et qui cible principalement le drame de Moura. Selon le Haut-Commissariat, ces derniers auraient été exécutés par les forces armées maliennes et les personnels militaires étrangers après que la zone ait été totalement maîtrisée entre le 27 et le 31 mars 2022 à Moura. Pour Volker Türk, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, ces agissements pourraient constituer un crime de guerre. Alors qu'il est de plus en plus reproché à la France et l'Union européenne de faire du deux poids deux mesures par rapport à leur soutien à l'Ukraine, jeudi en Côte d'Ivoire, la secrétaire d'État française au développement a réaffirmé l'engagement de la France et l'UE dans la lutte contre le djihadisme en Afrique. Déclaration faite à l'occasion d'une visite de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme près d'Abidjan. Émeric Torroyan. Visite de terrain pour la secrétaire d'État française au développement, Chrysoula Zacharopoulou. Jeudi, elle était de passage à Abidjan pour réaffirmer l'engagement de la France dans la lutte contre le terrorisme en Côte d'Ivoire. Vous pouvez toujours compter sur l'engagement total et déterminé de la France dans ce projet, à l'heure où d'autres puissances ne font que du partenariat sécuritaire via leurs milices. C'est dans les locaux de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville, où sont formés des militaires africains à la lutte anti-djihadiste, que Chrysoula Zacharopoulou a réaffirmé l'engagement de Paris. Un engagement qui s'appuie sur l'un des outils modernes de lutte anti-djihadiste. Nous avons avec cette académie une des armes les plus modernes, efficaces et durables dans la lutte contre le terrorisme qui mine les pays du Sahel. Le Mozambique
et la Somalie, empêchant des centaines de millions de personnes à vivre sereinement, de se projeter et des régions entières de se développer. Depuis le départ des militaires français du Mali et du Burkina Faso, la Côte d'Ivoire est l'un des derniers partenaires de la France dans la lutte anti-djihadiste en Afrique de l'Ouest. Avec ses frontières, avec les deux pays sahéliens, le nord de la Côte d'Ivoire fait face à une menace djihadiste plus pressante, la région étant devenue un sanctuaire pour les groupes armés terroristes. Et l'actualité du jour au Sénégal, c'est évidemment le conflit qui oppose le camp présidentiel de Macky Sall et l'opposition Yewwi Askanui et son leader Ousmane Sonko. Dans cet entre-deux politique, le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, est accusé par certains leaders du parti réuni sous Yewwi Askanui de vouloir dialoguer avec le chef de l'État. Écoutez-le. Il ne s'agit pas de personne. Il s'agit aujourd'hui de l'essentiel. L'essentiel, c'est le Sénégal. Nous sommes à l'heure des grands ensembles. Les coalitions ont toujours existé au Sénégal, mais ont toujours aussi eu leur durée de vie. Mais ce qui nous rassure, c'est que dans cette coalition, nous sommes au moins d'accord sur l'essentiel. Des manifestations d'une rare violence se sont produites en mars 2021. Je crains fortement que si ces manifestations se reproduisent, je crains fortement que celui qui va hériter du pouvoir ne sera malheureusement pas un civil. Et tout de suite, le reste de l'actualité internationale préparée par Noël Nongue et Mechinho. Le nouveau président du Nigeria a quitté Abuja mercredi pour une visite de travail en Europe. Bola Tinubu devrait s'engager avec des investisseurs et d'autres alliés clés dans le but de faciliter des opportunités d'investissement dans son pays. Ce voyage a également pour objectif d'affiner les plans et programmes de transition ainsi que ses options politiques. La relance de l'économie du pays constitue un élément majeur de l'agenda de René Hope de Bola Tinubu. C'est le deuxième voyage du nouveau président nigérien depuis son élection le 1er mars. Bola Tinubu prête officiellement serment en tant que 16e président du pays le 29 mai. Le Quai d'Orsay a annoncé ce vendredi la libération de Benjamin Brière et Bernard Félan, deux Français détenus en Iran. Bernard Brière, 37 ans, et Bernard Félan, 64 ans, étaient détenus à la prison de Maktab dans le nord-est de l'Iran. Le premier avait été arrêté en mai 2020, accusé d'espionnage après avoir pris des photos à l'aide d'un drone de loisirs dans un parc naturel. Bernard Félan, lui, avait été arrêté en octobre 2022 alors qu'il effectuait un voyage professionnel dans le cadre de son métier de consultant en tourisme. Ils sont en route pour Paris. Nous continuons à agir pour le retour de nos compatriotes encore détenus en Iran, a déclaré le président français Emmanuel Macron. 4 Français restent détenus en Iran. Le porte-parole du Kremlin a nié ce vendredi toute ingérence électorale de la Russie en Turquie. La Russie n'interfère pas dans le processus électoral turc et ceux qui affirment le contraire sont des menteurs, a déclaré Dimitri Peskov. Cette déclaration intervient après les propos tenus par Kemal Kılıçdaroğlu, principal adversaire du président turc sortant Recep Tayyip Erdogan, qui a imputé à la Russie la diffusion d'images truquées ayant agité la campagne, dénigrant les opposants selon lui à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle dimanche 14 mai. Et un mot sur la guerre en Ukraine. Les combats se concentrent sur la ville stratégique de Bakhmout depuis de nombreuses semaines. La ville, contrôlée à plus de 90% par l'armée russe, est le théâtre de la plus longue et la plus meurtrière bataille depuis le début de la guerre. Ce vendredi, la vice-ministre ukrainienne de la Défense a annoncé la reprise d'au moins 2 km de ce territoire. Information démentie par Moscou. Mathieu Nicolas pour les explications. À l'est de l'Ukraine, la ville de Bakhmout est toujours le théâtre de violents affrontements, l'épicentre de la guerre. Armées russes et ukrainiennes se battent pour récupérer ce territoire stratégique pour les deux camps. 13 mois que la bataille la plus longue et la plus meurtrière dure. Vendredi, Kiev aurait regagné du terrain. La vice-ministre ukrainienne de la Défense a annoncé que les forces de Kiev avaient avancé de 2 km près de Bakhmout. L'ennemi a subi des pertes humaines importantes. Nos forces de défense ont progressé de 2 km près de Bakhmout. Nous n'avons perdu aucune position dans Bakhmout cette semaine. La Russie, elle, nie toute percée de ses défenses par les forces ukrainiennes. Selon le ministre russe de la Défense, les informations diffusées par des chaînes Telegram individuelles sur des percées des défenses qui auraient eu lieu dans diverses parties de la ligne de contact ne correspondent pas à la réalité.
Le ministère ne mentionne pas non plus de recul des forces russes, tout le contraire du patron du groupe paramilitaire Wagner, Evgeny Prigojine, dont les hommes sont en première ligne dans la bataille de Bakhmout, rapporte de son côté depuis 3 jours un recul des soldats russes sur les flancs de cette ville. Si l'armée ukrainienne gagne du terrain à Bakhmout, une contre-offensive ukrainienne n'est pas encore officiellement à l'ordre du jour. Jeudi, Volodymyr Zelensky estimait que l'Ukraine avait besoin de temps supplémentaire avant de lancer sa contre-offensive contre la Russie. Et au Cameroun, le Premier ministre Joseph Dione Guité a inauguré la toute première école publique de formation en aviation civile mercredi. Cet établissement, créé en 2016 par décret présidentiel, ouvrira bientôt ses portes à toute la sous-région et à l'Afrique en général. Chimène Baleba, Pierre Parfait Ndongo et Cyril Guijoy. C'est sur l'axe reliant la capitale à l'aéroport international Yaoundé-Simalène que se dresse cette importante bâtisse d'une superficie de 1630 mètres carrés qui fait office d'école de formation de l'autorité aéronautique du Cameroun. Créée en 2016 par le président Paul Biya, elle mettra sur le marché de l'emploi des professionnels dans les domaines de la sûreté et sécurité de l'aviation civile, développement des compétences des personnels des centres de formation, maintenance et recyclage des aéronefs. Il s'agit d'un centre de formation et de recyclage permanent qui mobilise des experts réputés, de même que les spécialistes de la sécurité et de la sûreté aérienne. Nous pouvons constater ensemble que le bâtiment futuriste qui abritera des enseignements dédiés ainsi que les équipements modernes sont à l'image de la lourde mission qui incombe à la dite école. Le Cameroun veut redynamiser l'industrie de l'aviation civile et combler la demande sur le plan continental. Selon des experts, les compagnies aériennes africaines seront défaillantes dans les 10 prochaines années. D'ici 2041, le continent aura besoin de 20 000 pilotes, 26 000 membres d'équipage de cabine et 21 000 techniciens d'aviation. La Cameroun Civil Aviation Authority a forcément besoin d'un appui constant et renforcé de l'État pour bénéficier de capacités financières substantielles supplémentaires, de réformes diligentes en matière réglementaire, ainsi que d'une franche et fructueuse collaboration avec tous les acteurs nationaux et les organismes régionaux et internationaux de l'aviation civile. Cette école de formation aux standards internationaux est une innovation majeure au Cameroun et répond clairement aux enjeux du secteur africain de l'aviation civile. Et avant de nous quitter, rendons-nous sous le soleil du Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous allez le voir, des femmes s'activent dans une plantation de café de l'île d'Idjoui, cueillant des cerises qui depuis quelques années leur permettent de gagner leur vie. Reportage. Tout commence par la cueillette des cerises du caféier, ces fruits dont chaque noyau contient 2 grains. Des milliers de femmes travaillent dans cette plantation du Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Et ce n'est pas un hasard si les hommes, eux, sont si peu nombreux. Derrière le café produit ici se cache en effet une ONG qui se bat pour l'autonomisation des femmes par le travail. Maintenant, là, les femmes peuvent sourire, les femmes peuvent être autonomes financièrement, elles créent de l'argent. Ce qui a motivé Marceline Boudza à fonder cette ONG, c'est le sentiment d'injustice face à la situation des femmes trop souvent cantonnées au travail de la terre. Pourquoi la récolte et la commercialisation seraient-elles réservées aux hommes ? Ici, les femmes s'occupent aussi du triage et du séchage du café. Ce travail m'a permis de mettre mes enfants à l'école et de les nourrir. Des milliers d'autres femmes pourraient rejoindre cette plantation qui compte en effet encore grandir au point de doubler sa production. Nos cafés sont vraiment consommés aux États-Unis, en Europe et en Asie. Nous produisons un café de spécialité qui est beaucoup plus apprécié sur la scène internationale. Et donc, la demande est là. Ce café est en effet cultivé dans un endroit bien particulier, sur une île, l'île d'Idjoui, près de 300 km² de terre montagneuse au milieu du lac Kivu. Une provenance qui explique la qualité de cet arabica, reconnu dans le monde entier. C'est un café de haute altitude, c'est un café qui a la saveur exceptionnelle.
C'est avec l'arôme exceptionnel aussi et avec son sol. Le sol est volcanique. Voilà, tous ces éléments-là font le café congolais de spécial. Une fois séchés, les grains de café sont envoyés dans cette coopérative agricole de Goma pour l'ultime étape de production, le déparchage, qui consiste à retirer la dernière enveloppe entourant les grains. Et ici aussi, de nombreuses femmes travaillent. À chaque récolte, elles sont 600 à gagner leur vie grâce au café du Kivu. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Télé Sud et bon week-end.